Monaco représente quand même toujours un paradoxe pour les fans de Formule 1, puisque chaque fois qu'on s'y rend, il y a toujours une certaine excitation, parce que c'est un tracé unique, un tracé historique, mais à la fois un tracé sur lequel il y a très peu à manger en tant que fan de Formule 1, particulièrement surtout depuis ces 15-20 dernières saisons. Donc, quand on a un Grand Prix comme ce week-end où il se passe pas mal de choses, où il y a plusieurs tentatives de dépassement, un peu de pluie et des stratégies qui sont un peu difficiles à lire pendant le Grand Prix, et ça fait plaisir. Donc au programme aujourd'hui, le débrief pilote par pilote, équipe par équipe, une comparaison de la hiérarchie sur les longs relais de ce dimanche, et aussi de la comparaison des meilleurs tours en Q3, où on comparera les différentes parties des tours entre Fernando Alonso et Max Verstappen, qui se sont battus pour la pole position de manière particulièrement réjouissante, je pense qu'on peut le dire, et entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, où l'Alpine s'est révélé comme être une force assez incroyable lors de la qualification ce week-end, et où on va pouvoir se poser la question, est-ce que Esteban Ocon a réalisé un miracle, ou au contraire, est-ce que son coéquipier a été un petit peu en deçà des possibilités de la voiture ? Commençons donc par nous intéresser au rythme de course de toutes les voitures, en prenant ici qu'un seul représentant par équipe. L'ami Shiranu nous a donc sorti ces diagrammes pour nous permettre de visualiser tout ce qu'on peut retirer de la course. La première chose que je vais dire, c'est déjà qu'on a des rythmes qui sont, encore une fois, très proches. Ça fait très plaisir. Alors bien évidemment, on a des courses assez différentes aux avant-postes, où on a eu beaucoup de trafic, où on a roulé peut-être un petit peu plus à l'économie, là où certains pilotes, dans le fond, ont tenté de s'arrêter très tôt pendant la course, et ont profité d'air libre pendant plusieurs tours et ont pu attaquer. Mais même quand on regarde les temps autour en qualification, on est sur un peloton qui est extrêmement serré. On le verra plus tard en nous intéressant à chaque pilote équipe par équipe. La comparaison des meilleurs temps en course a très peu de signification, particulièrement aujourd'hui, puisque on a eu de la pluie qui est arrivée en fin de Grand Prix. Les temps ont tendance à se raccourcir et donc tomber vers le bas. Mais lorsque la pluie arrive, donc aux alentours du 33e tour, les temps autour sont de plus en plus longs. Et donc, quand les voitures étaient les plus rapides, donc avec le moins d'essence, on était sur des pneus intermédiaires et on allait forcément moins vite. Ce qui se dégage de cette tendance, c'est bien évidemment que la Red Bull reste la plus rapide, avec l'Aston Martin juste derrière. On a eu pendant une phase de la course la Ferrari qui dégageait toujours un rythme de course intéressant, notamment lorsqu'on arrivait à peu près aux alentours du premier tiers moitié de course. À l'arrière-plan, on continue un peu de retrouver nos McLaren, Williams et Alfa Romeo, Alfa Tauri. Quoique l'Alfa Tauri était pas mal ce week-end, mais là où elle se démarque, l'Alfa Tauri avec Tsunoda, c'est en fin de Grand Prix où on l'a vu pendant la course, ça a été pas mal retransmis. Tsunoda était en grande galère, c'était le pilote le plus lent, c'est assez criant visuellement. On y reviendra plus tard, des problèmes de frein, tout ça. Et la McLaren, en conditions humides, était la voiture la plus rapide pendant une petite dizaine de tours, avec Lando Norris qu'on voit. Ils étaient justement sur une phase d'attaque, si on se rappelle, quand Norris et Piastri sont allés justement chercher Tsunoda, on voit l'écart qui est assez criant, on parle quand même de 4, 5, 6 secondes au tour. On comprend pourquoi Tsunoda s'est laissé dépasser si facilement et pourquoi sa fin de course est absolument calamiteuse. En tout cas, voilà ce qu'on peut à peu près retenir sur les différents rythmes de course des équipes. Dernier petit mot avant de s'y jeter sur la course. Comme je le disais, je l'ai trouvée assez plaisante à regarder, cette course, ce Grand Prix de Monaco. Je pense qu'on doit y mettre évidemment du crédit à la nouvelle réalisation, puisque c'est la première fois que la télé nationale ne s'occupait pas de la production audiovisuelle de la course. À partir de maintenant, c'est réalisé donc par la FOM, enfin le Formula One Group, ça s'appelle maintenant si je dis pas de bêtises, mais bon, enfin... Vous avez compris, on va dire Liberty Media. Évidemment, on l'a tout de suite senti, une réalisation beaucoup plus dynamique, beaucoup de plans aériens qui permettent de profiter de ce cadre urbain. On le ressent encore plus, je trouve, et on ressent encore plus l'absurdité de voir ces machines qui roulent à 250 km/h dans des rues où on roule à 45-50 km/h en temps normal. Pour commencer, chez Red Bull, on a eu bien évidemment un week-end très contrasté entre les deux côtés du garage. Faut savoir et rappeler surtout que chez Red Bull, on n'a pas autant d'aisance que ce qu'on pourrait
le penser d'office en qualification. Parce que certes, Red Bull a pondu une machine incroyable cette année, mais quand il est question de réaliser un tour chrono, c'est beaucoup plus difficile. On l'a vu notamment en Azerbaïdjan, où Leclerc a réussi à voler la pole. On l'a vu encore une fois ce week-end, où on avait théoriquement 3 concurrents directs avec Ferrari, Alpine et Aston qui pouvaient shipper la pole position. Et en interne, bien évidemment, on a un Sergio Pérez qui veut tout donner, qui veut vraiment s'accrocher à ses ambitions de lutter pour le titre, et qui était un peu en retrait face à Verstappen tout au long du week-end. M'est avis que chaque fois que Pérez mettait un bon chrono en place, tout de suite Verstappen répliquait en lui collant 2 dixièmes derrière, et Pérez a dû le frustrer très rapidement. Je pense que Checo, il a tout de suite voulu surcompenser tout de suite dès la Q1 pour poser les bases. Il a juste été beaucoup trop vite à Sainte-Dévote et voilà, il a perdu l'arrière. Ça a tapé très méchamment quand on voit la liste des composants remplacés par Red Bull entre le samedi et le dimanche. Et à partir de là, ça a été un week-end mais calamiteux pour le Mexicain. Sa remontée en course était difficile. Évidemment, il a eu pas de bol parce que très rapidement, il s'est retrouvé derrière Lance Stroll qui était aussi très mal qualifié. Et le problème, c'est que, comme on l'a vu tout au long de la saison, si la Red Bull est plus rapide que l'Aston, la différence est pas aussi conséquente qu'entre la Red Bull et la Haas, par exemple. Donc ça a été beaucoup plus difficile de se débarrasser de Lance Stroll, surtout que Lance Stroll était aussi bloqué après dans un autre petit train au loin, donc Pérez s'est retrouvé très vite en grande difficulté, et la frustration, je pense, l'a totalement gagné, et c'est là qu'on l'a vu faire des erreurs en plus pendant la course. Ensuite, lorsque la pluie est arrivée, ça a été totalement n'importe quoi, des erreurs en plus, tout ça. Zéro, mais il y a vraiment rien à sauver de ce week-end chez Sergio Pérez, parce qu'on sait que partir du fond de grille à Monaco, c'est très difficile pour se rattraper le dimanche. En 2018, de mémoire, Max Verstappen, qui partait dernier, est remonté 9e, 10 ou 9e, je crois. Donc, preuve que même avec un pilote du calibre de Max, c'est pas facile. Mais là, ça a été vraiment moche chez Pérez. Pour ce qui est de Verstappen, écoutez, c'est du Maximus des grands jours. Je pense qu'on en aura toute la saison. On va parler de la qualification dans quelques instants, le temps de souligner que quand même, Maximus a beaucoup aimé embrasser les murs ce week-end. Il a eu quelques petites touchettes dans son tour rapide en Q3, où je vais dire quelques embrassades, plus que des touchettes, mais c'est ça qui rend le tour vraiment magnifique. Et en course, par contre, là, quand la pluie est arrivée, il y a eu des vrais contacts avec les murs. Il a eu beaucoup de chance que les suspensions soient robustes, parce que là, voilà, sinon il perdait la course, tout simplement. Mais à part ces quelques erreurs, ça a été une course de maîtrise assez parfaite de sa part. Je laisse donc la parole à Shiraniu qui va nous comparer le tour de Nando Alonso contre celui de Verstappen, parce que l'ami Alonso, il nous a fait quand même quelques petites frayeurs. Il a osé nous faire croire qu'il allait revenir en pole position. Alors, la première ligne droite, qui est en réalité assez courte entre le moment où on commence le circuit et l'arrivée jusqu'à Sainte-Dévote, c'est très court, il y a environ 300 mètres. Et c'est donc l'impulsion que l'on prend dans le dernier virage du circuit qui importe le plus. Et on dirait qu'ici, c'est Alonso qui s'en sort le mieux, car il emmène plus de vitesse et lâche l'accélérateur plus tard que Verstappen jusqu'à Sainte-Dévote. Ensuite, on arrive dans Beau Rivage. Verstappen arrive à être plus rapide et rattrape un peu son temps perdu. Il passe ses rapports de vitesse plus tard que Fernando pour pousser son régime moteur le plus haut possible et profiter du passage de vitesse pour avoir un ralentissement très bref et naturel, ce qui lui permet de prendre ce virage correctement. Alonso mène par contre plus de vitesse dans Massenet et vu la lenteur de cette section du circuit, c'est un avantage considérable qu'il garde aussi pour prendre Casino, Mirabeau et le virage du portier. L'écart avec Verstappen reste à peu près constant, le néerlandais ne se retrouve pas largué et ne perd pas davantage de temps, du moins pas plus de temps qu'il en a déjà perdu. À l'intérieur du tunnel, il y a un léger virage qui doit être pris le plus vite possible. Les deux y vont à fond, Verstappen relâche son accélérateur plutôt qu'Alonso mais il y a un régime moteur à peu près plus constant.
Il est important de noter qu'entre l'entrée du tunnel et la sortie, Verstappen perd environ du temps sur Alonso. Mais c'est, inconsciemment ou non, à partir de ce moment-là qu'il va commencer à rattraper son retard d'un seul coup. Parce qu'étant donné qu'il arrive au virage 11 avec une vitesse légèrement moins élevée, mais un régime moteur plus haut, il peut directement enclencher et prendre le virage 11 de façon nettement moins agressive. Comme on le voit sur la courbe, il met un peu plus de temps avant d'accélérer de nouveau. Mais cette excellente impulsion le fait arriver comme un boulet de canon au tabac. Et surtout, il frôle largement plus les murs que Fernando. On le voit à gauche, le placement de sa roue frôle le mur, et cet angle bien plus risqué lui permet d'aller bien plus vite que son rival. Son enchaînement chiron, piscine est ahurissant. Il n'essaye même pas de ralentir et prend le virage pied au plancher, collé au mur. On voit aussi sur sa courbe d'accélérateur la différence notable qu'il y a entre lui et Fernando. Verstappen ne relâche même pas du pied, alors qu'Alonso essaye d'un peu plus jouer sur ses pédales afin de prendre son virage correctement. Ainsi, en évitant de ralentir dans la piscine, il peut arriver à la rascasse avec encore plus de vitesse. Sur le mur blanc à droite, on voit à nouveau à quel point ses roues frottent le mur. Sur le on-board, on ne le voit pas bien, mais sur la caméra TV, son pneu arrière arrache un bout de la pub. À la rascasse, il freine seulement d'un coup et plutôt que Fernando, approche risquée qui manque de finir d'ailleurs dans le mur. Mais cela lui permet d'être encore plus rapide sur le début de la ligne droite de départ, en conservant un régime moteur qui tourne plus haut dans les tours que son rival. L'occasion est donc toute trouvée pour comparer les Aston Martin. Alors je disais tout à l'heure que voilà, on n'a pas beaucoup à lire dans les différentes courbes de course de ce week-end à cause des conditions et tout. Chez Aston Martin quand même, on voit très nettement que Lance il a eu du mal à trouver un rythme constant pendant la course. Je rappelle bien évidemment, je le prends en compte qu'il a affronté plus de trafic, tout ça. Alonso, c'est toujours une machine de régularité, ça y a aucun doute là-dessus. Je vais commencer tout de suite avec Lance Stroll, parce que j'ai quand même, évidemment, depuis quelques Grands Prix, là, il s'en prend plein la tronche et je ne serai pas le dernier pour y aller, mais faut replacer quelque chose dans leur contexte afin qu'on ne m'accuse pas d'être totalement injuste envers lui. Cette qualification a mal commencé déjà pour Lance. La préparation du week-end n'était pas optimale. On sentait qu'il avait plus de mal à se préparer que Alonso, à trouver des bons temps autour, un peu à l'instar de Perez face à Verstappen. La Q2 a été calamiteuse. Tout d'abord, il y a eu une erreur de son équipe au pont de pesée, c'est-à-dire que, aléatoirement, je le rappelle, pendant la qualification et pendant les séances d'essai, les pilotes peuvent être appelés au pont de pesée qui est à l'entrée des stands par la FIA. C'est un système aléatoire, on vient poser la voiture pour voir si elle est réglementaire, pour voir s'il n'y a rien d'illégal. Lorsque cette alerte se déclenche, le pilote en est informé et le garage de l'équipe doit évidemment dire « Attention, dès que tu rentres au stand, tu dois aller au pont de pesée ». Le problème, c'est que pour X ou Y raison, Stroll ne s'est pas présenté au pont de pesée. Il est allé donc directement à son garage, se rendant compte de l'erreur. On avait eu le cas il y a quelques années avec Gasly en 2019 chez Red Bull et avec un autre pilote il y a pas si longtemps, je saurais même plus remettre le nom, qui avait été disqualifié de la session à cause de ça. Là, Aston Martin a très bien rattrapé le coup parce que ce qu'il ne faut absolument pas faire, la FIA autorise une marge d'erreur si tu t'arrêtes pas au pont de pesée, et cette marge d'erreur, c'est de ne surtout pas toucher la voiture. Parce que on peut imaginer que, voilà, si t'as un dispositif secret qui te fait perdre 30 kilos, un mécanicien peut l'enlever au passage ou tu ne sais quoi pour lester la voiture. Je viens de dire n'importe quoi, mais t'as compris l'idée. Donc là, Aston Martin, le garage a très bien répondu, c'est pour ça que Stroll n'a pas été disqualifié de la qualification, mais ça lui a quand même coûté au moins un tour et demi de préparation pour faire un tour propre. Ensuite, Stroll se prend une demi-seconde par Alonso pendant son tour. Là, c'est l'argument qu'on pourrait ressortir pour lui taper dessus. Il faut quand même prendre en compte, et c'est vraiment important, que le tour de Stroll était assez bon pour passer en Q3, jusqu'à la rascasse. On va dire, il avait qu'à pas se planter, et je serais tout à fait d'accord. C'est juste qu'il y a des infos qui sont réapparues dans la nuit du samedi au dimanche. C'est que pendant la qualif, Norris a tapé un mur, et Stroll, il s'est bouffé un de ses débris
à ce moment-là, à cet endroit-là, ce qui a endommagé le fond plat. Stroll, surpris par la perte de grip qu'il a eue subitement, il commet l'erreur. Ce qui appuie justement l'importance des dégâts, c'est que Aston Martin a remplacé le fond plat pendant la nuit. Il n'y a pas eu d'infraction à la règle du parc fermé, puisque la FIA a autorisé ce changement, ce qui veut dire que la FIA a attesté que les dégâts étaient suffisamment importants pour mériter un remplacement sans enfreindre la règle du parc fermé. Ceci étant mis au clair, Stroll à Monaco, ça a jamais été une grande histoire d'amour. C'est vraiment quand la pluie est arrivée que ça a été le désastre le plus absolu. Son week-end est hideux, mais beaucoup moins que ce que pourrait nous laisser penser, par exemple, celui de Pérez. Maintenant, on est quand même sur une série, et c'est vraiment là où je veux mettre un accent très très dur pour Lance Stroll, c'est que ce genre de week-end, il ne peut pas se les permettre. Pourquoi il ne peut pas se les permettre? Parce que simplement son coéquipier c'est Fernando Alonso. Fernando Alonso, c'est un pilote qui depuis toujours, et qui l'a incarné parfaitement en 2012, c'est un pilote qui ne laisse rien tomber sur la table. Aujourd'hui, ce week-end, il y avait l'opportunité de faire un top 2. Il a fait un top 2 avec l'Aston Martin. On dira même que peut-être aurait-il pu jouer la victoire, mais bon, à la régulière, on pouvait pas faire beaucoup mieux que ça, et il l'a fait. Et depuis le début de la saison, Alonso, il ne perd rien. Si je replonge sur le Grand Prix de Miami, à Miami, c'est exactement le même cas. Aston Martin fait un choix très douteux en qualification, en donnant en Q1 des pneus usés à leurs deux pilotes. Stroll ne passe pas. Alonso fait, je sais même plus s'il est en première ligne ou troisième. Enfin, oui, il est en première ligne. On a eu Stroll qui s'est laissé piéger. Alonso ne se laisse pas piégé par ce genre de truc. Et le fait est que si Stroll a beaucoup de bonnes excuses de son côté, sa blessure à l'intersaison qui l'a privé de temps de roulage, une panne mécanique, ci par-ci, ci par-là, le fait est qu'au bout de 6 courses, Alonso a déjà 3 fois plus de points que lui, qu'il porte pratiquement la 2e place au championnat constructeur d'Aston Martin à lui seul. C'est quelques 60 points de retard, Stroll, il va pas les rattraper comme ça. Parce que, je le rappelle, son coéquipier, c'est Fernando Alonso, et que ce n'est pas un tendre. Et en fin de saison, si Aston continue à ce niveau, la différence risque de faire mal et pourrait mettre sa place en danger. J'ai jamais été totalement convaincu par le népotisme papa-fiston. Bien évidemment qu'il est présent, bien évidemment que Lance Stroll est là parce qu'il y a le père à la tête de l'écurie. Le fait est que le fils, il doit quand même présenter un bilan solide. Je pense qu'il présente des performances qui se valent et que derrière, on arrive un petit peu à graisser la patte pour que ça passe. Mais face à un Fernando Alonso qui fait 5 podiums en 6 courses, c'est difficile de rivaliser quand on a des mauvais week-ends par-ci et par-là. Donc c'est le genre de choses qu'il doit vraiment reprendre en main très rapidement. Pour Nando, j'ai envie de dire, je pense qu'on est tous habitués à revoir ce pilote qu'on voyait bon à la poubelle il y a quelques années, et pas bon à la poubelle parce qu'il était plus bon, mais bon à la poubelle parce que personne voulait de lui dans des équipes compétitives. Je parle de son époque, départ de Ferrari, McLaren, Honda, tout ça. On le voyait pas vraiment revenir aux avant-postes. Là, on est 5 ans plus tard, quelque chose comme ça, et il enchaîne les podiums. Petite stat intéressante au passage, 2e, c'est son meilleur résultat en Grand Prix depuis la Hongrie 2014. C'est quand même formidable. Et 2014, je vous refais pas un dessin, mais une 2e place cette saison-là dans la Ferrari, c'était un miracle pur et dur. Parce que c'était une catastrophe, cette Ferrari en 2014. On sera donc tous tentés de parler, bien évidemment, de l'opportunité que Aston Martin n'a pas saisie en n'arrêtant pas Fernando au stand pour des pneus intermédiaires. Lorsqu'ils l'ont arrêté, ils lui ont mis des pneus médiums. Je dois admettre, et je ne suis pas le seul à pas marcher là-dedans, mais je ne peux pas comprendre une seule seconde l'argumentaire sorti par Aston Martin qui est grosso modo le suivant.
Ils se sont dit que la piste était encore beaucoup trop sèche pour passer aux intermédiaires et que s'ils voulaient tenter quelque chose face à Verstappen, il fallait lui couper l'herbe sous le pied en restant en slick, sachant que derrière Ocon était trop loin pour présenter une menace pour la deuxième place. Je ne peux pas bouffer de ce pain-là, les copains, parce qu'il est rassis. Il est rassis pour la simple et bonne raison que rester en slick, c'est jamais vraiment un pari. C'est même très souvent le choix le plus sûr. Et qui plus est, Alonso avait les pneus durs. Si un pilote devait rester en piste longtemps, c'était pas Verstappen. Verstappen, j'ai pas eu l'occasion de le souligner, mais il a fait un incroyable relais de 56 tours de mémoire, ouais c'est ça, en pneus médium. C'est aussi formidable, mais bon. Alonso avait des pneus qui étaient théoriquement moins usés et qui tenaient mieux que ceux de Verstappen. Donc au contraire, s'il voulait vraiment tenter un truc chez Aston, ça aurait été de laisser Alonso en slick, de laisser Verstappen s'arrêter peut-être pour mettre des inters, et si on était convaincu que la piste allait vite se réassécher, prier pour que Alonso tienne la voiture en piste avec des pneus usés en slick, et que Verstappen doive derrière se réarrêter pour remettre des slicks. Là, il aurait tout perdu. Donc non, pour moi, il n'y a pas eu de prise de risque en mettant à nouveau des slicks. En remettant des slips aussi, ça marche, mais ça n'a pas de sens. Donc j'ai du mal à grignoter de cet argumentaire, mais en tout cas, sur un tour, la voiture est là, on l'a vu. En rythme de course, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc grand bravo à l'écurie, grand bravo à Nando. Chez Alpine, on a un très bon week-end qui s'est profilé dès le vendredi. Et je vous laisse à nouveau avec Shira pour nous intéresser à la qualification des deux pilotes. La deuxième comparaison qui m'intéresse, c'est entre Ocon et Gasly, parce que à voiture égale et sur un tracé aussi court, Esteban réussit à mettre 5 dixièmes à son coéquipier, et on va du coup regarder ensemble comment ça se fait. Alors dans le premier virage, on a Ocon qui freine de façon plus brusque et plus tôt aussi, comme on peut le voir sur son régime moteur d'ailleurs, et il réaccélère son accélérateur plus tard, ce qui lui permet d'emmener in fine plus de vitesse dans ce virage et de façon assez significative. On le voit aussi à l'angle qu'il prend, il réaccélère plus tôt que son coéquipier et emmène d'un beau virage plus de vitesse jusqu'à Massenet. Ici, il décide de relâcher l'accélérateur plus tard que Gasly et de prendre un angle un peu différent que lui. Et en ce faisant, il emmène plus de vitesse et de manière aussi bien plus constante que son coéquipier. Il ressort et s'envole jusqu'à Casino. Grâce à la vitesse emmenée dans Massenet, il peut se permettre d'être un peu plus prudent et de doser son accélérateur. C'est très efficace. Il continue de creuser l'écart avec Gasly et cela lui permet de négocier Mirabeau, l'épingle et Mirabeau bas jusqu'à l'entrée du tunnel avec une grande facilité. Mirabeau haut, il n'a pas besoin de chercher à stabiliser sa voiture comme le fait Gasly en temporisant un peu l'accélérateur. Dans l'épingle, il prend une trajectoire plus large qui lui permet de plonger jusqu'à Mirabeau bas, et comme on peut le voir, il est bien plus proche du mur que son coéquipier, et donc peut emmener plus de vitesse dans le virage du portier et avoir une accélération parfaite pour négocier le tunnel. Bon, à partir de là, dans le secteur 3, j'ai même plus besoin de commenter, les courbes et la vidéo sont tellement explicites que ça parle à ma place. On dirait limite qu'il pilote deux voitures différentes. Plus de vitesse à l'entrée de nouvelles chicanes, freine plus longtemps mais avec un angle parfaitement négocié, rase les murs et peut enchaîner directement jusqu'au tabac. L'enchaînement Chiron-Piscine est presque aussi monstrueux que celui de Verstappen, au ras des murs et sans peur de casser la voiture. La différence de vitesse est significative et il arrive à la rascasse avec plus de vitesse et se permet même le luxe de freiner plus tard et plus longtemps aussi. Dans le dernier virage, négocie encore une fois la perfection, sa sortie est excellente et lui permet de réaccélérer mieux que Gasly. Je le dis année après année, mais Esteban Ocon ne cesse en fait de m'impressionner par sa courbe de progression, de croissance, qui est constamment, en fait, elle est lente, mais elle me semble progressive, sans jamais vraiment montrer de grosses défaillances. C'est pas un pilote qui a des flamboyances particulières. Alors, je vais préciser ce que je veux dire, hein. Mais c'est pas un pilote qui a des flamboyances particulières comme Alonso pouvait en avoir, par exemple, l'an dernier ou de manière générale. Mais c'est un pilote qui est propre, constant, efficace et très rapide.
Et un pilote, il l'a prouvé à de multiples occasions. On a eu plein d'exemples lorsqu'il était chez Force India. On a eu l'exemple parfait en Hongrie 2021 face à Vettel. On a eu l'exemple parfait l'an dernier face à Hamilton à Suzuka. Et là, à nouveau, face à Carlos Sainz dans un premier temps, puis face à nouveau Hamilton. C'est un pilote qui garde la tête froide, c'est un pilote extrêmement calme et j'admets vraiment que moi c'est ce côté qui me séduit chez ce pilote, c'est ce côté calme, froid, méthodique, patient, enfin vraiment dans son approche de travail me séduit vraiment. Quand je dis qu'il n'y a pas vraiment de coups d'éclat, de trucs comme ça, je parle vraiment plus dans l'aspect roue contre roue, dans l'aspect attaque ou défense ou quoi. Là aujourd'hui, il s'est très bien défendu, il place très bien sa voiture, tout ça. Mais lorsqu'il est question vraiment de progresser, d'aller chercher des positions, je continue à rester un petit peu sceptique, même si on pourrait bien sûr me ressortir quelques exemples de l'an dernier où il a été formidable comme un Spa, tout ça. Sur ce côté-là, je vais continuer à être un peu plus séduit par son voisin de garage. Mais vraiment, pour tout le reste, je continue d'être extrêmement fan du travail d'Esteban Ocon. Et je pense qu'on peut pas ajouter grand-chose de pertinent sur sa course. Ça a été vraiment parfait du début à la fin. Je pense que ce qui a servi Alpine, bon, c'est bien évidemment leurs nouvelles améliorations. Mais avant de les commenter, je préfère que Barcelone soit passé, mais déjà les forces pour moi de l'Alpine, c'était bien évidemment un grip mécanique, une voiture qui est beaucoup plus docile en quelque sorte à basse vitesse. Aussi que Monaco réduit un petit peu les faiblesses aérodynamiques, les faiblesses du power unit, de l'unité de puissance, du moteur, comme vous préférez. Donc forcément ça nivelle un peu tout le monde et met en avant certaines forces de la voiture. Et puis Monaco, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais ça a toujours été un circuit de pilote où les meilleurs se mettent en avant. Donc je pense que ça en dit suffisamment sur Ocon ce week-end. Gasly a été un peu plus en difficulté sur le train arrière. Il manquait pas mal de grip. C'est aussi un pilote qui a toujours été assez bon, hein, Monaco, je tiens à le rappeler aussi. De mémoire avec AlphaTauri, il fait top 5, top 6 en 2021. Il avait fait un super résultat dans la Toro Rosso en 2018. Donc c'est un pilote qui marche très bien aussi ici, mais il était moins en confiance dans la voiture. Il aurait pu se retrouver aussi en position de jouer le podium. Malheureusement, l'équipe lui a fait une Alonso, c'est-à-dire qu'ils l'ont arrêté pour des slicks avant de le faire arrêter 2 tours plus tard pour les intermédiaires. Il était pas très content, ça se comprend. Mais bon, il prend des gros points, c'est quand même ce qui est important chez Alpine, c'est vraiment ce qu'il fallait depuis le début de saison. C'est un week-end propre, on en a eu un à Miami sur un circuit où ils étaient un peu plus en difficulté que ce week-end. Mais là, vraiment, ils ont vraiment réussi à tout mettre au propre de bout à bout. Et je pense que le podium d'Esteban Ocon va remettre un bon coup de boost à l'écurie parce que ils en ont besoin et il faut vraiment qu'on arrête d'avoir ces gros moments de cafouillage comme on a eu en début de saison parce qu'à un moment on n'avance plus. Que l'Espagne soit un juge de paix puisque c'est vraiment le tracé parfait pour juger une monoplace. J'en dirais autant pour la Mercedes, du coup on va attendre quelques semaines avant d'en parler. Géraniou va d'ailleurs nous préparer un petit sujet sur les améliorations de Mercedes, donc on regardera ça un petit peu plus tard. Bon, toujours, Russell Hamilton, ça se joue à du rien, 23 centièmes, allez on arrondit à 24 centièmes d'écart en qualification. Sachant que Russell n'a pas eu un tour très très propre, généralement Russell s'en tire un peu mieux que Lewis en qualification parce que je pense que c'est la jeunesse, la différence d'approche, un peu tout ça, et Russell a un style vraiment très très efficace sur un tour. Il était aussi plus rapide que Lewis pendant un bon relais et un bon moment du début du relais en intermédiaire, pardon. Et je pense qu'on peut dire qu'il a bêtement gâché son dimanche parce que déjà la Mercedes marchait vraiment très bien sous la pluie. Elle faisait partie de ces voitures avec la McLaren qui se réveillait lorsqu'il s'est mis à pleuvoir.
Et donc, en commençant avec des pneus durs sur un très long relais, c'était un début de course assez ennuyant, mais ça lui a permis de passer aux pneus intermédiaires au bon moment. Et malheureusement, il se retrouvait en position, physiquement en piste, il était 3e et il s'est fait surprendre par un drapeau jaune, un petit instant de déconcentration et puis c'était dehors, il a eu de la chance de pouvoir revenir en piste. Mais ça nous fait 2 positions perdues, un podium et un retour en piste jugé trop dangereux. Ce qui lui a causé 10 secondes de pénalité, mais bon, ça ne l'a pas plus sanctionné que cela parce que Leclerc qui était derrière était beaucoup plus lent. Et quant à Hamilton, ça a été au contraire un week-end vraiment très propre, très efficace. En qualification, à aucun moment par contre il semblait en mesure de jouer avec Ferrari, Aston, Red Bull, tout ça. Par contre, en rythme de course, c'était pas mal du tout et il a su garder la voiture propre. Malheureusement, j'avais l'impression qu'un peu dans le premier secteur et second secteur, un peu la partie où Hamilton avait le plus de chances de dépasser Ocon, c'était la partie où il perdait le plus de temps. Par contre, sur la deuxième partie du circuit et le troisième secteur, c'est vraiment là où il revenait le plus, mais il n'y avait pas vraiment d'opportunité de dépassement à ces endroits-là. Chez Ferrari, les choses ne changent pas vraiment. Charles Leclerc, très rapide tout le week-end, fait une superbe qualif, puis prend une pénalité à cause d'une erreur stupide de son équipe que tout le monde a vu en plein direct. Sa course est compromise à cause de cela. Il a un résultat médiocre mais qui semble correct en raison du contexte et semble totalement perméable à toutes les claques qu'il se prend, tandis que Carlos Sainz passe son temps à râler à la radio sans avoir parfaitement connaissance de tout ce qu'il se passe et après avoir mis sa voiture dans le mur à quelques reprises. Alors on pourra dire que des fois c'est plus Leclerc qui met la voiture dans le mur, c'est vrai. Il se passe le relais chez Ferrari, pas sur le côté râlage. Par contre, ça va, ça reste du côté de Leclerc, c'est très perméable et du côté de Carlos, c'était très tendu. C'était très tendu à la radio. Je suis le premier à dire que les pilotes sont toujours plus émotionnels et faut quand même garder ça en tête parce que oui, on sait pas ce que ça fait de rouler à 250 km/h à Monaco et on sait pas comment on réagirait à leur place. Donc mettons ça de côté. Mais ça m'amuse toujours un peu de voir ce contraste. Son week-end commençait pas trop mal, je trouvais. Il avait un bon rythme en essai, en qualification aussi. Bon, lorsqu'il a fallu faire le bon temps en Q3, il s'est pris un peu de trafic. Et ensuite, il s'est retrouvé coincé derrière Esteban Ocon et on a ressenti le désespoir. Ça a commencé lorsqu'il allait le clipser à la sortie du tunnel. Il a eu de la chance que sa course continue, qu'il ne se fasse pas sanctionner. Je pense que si Ocon avait abandonné, là, il aurait été sanctionné. Et ensuite, du coup, comme je le disais, là où il n'a pas été content, c'est que lorsque Ocon est passé au stand, Sainz voulait rester en piste pour essayer de l'overcut, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire essayer d'enchaîner quelques tours très rapides, profitant du fait que Ocon allait se retrouver avec des pneus froids, tout ça, pour ressortir devant lui lorsqu'il allait s'arrêter. Le problème, c'est que Ferrari craignait, et honnêtement a raison, que Hamilton lui fasse l'inverse, puisque Hamilton s'était arrêté assez tôt dans la course. De toute façon, ça a pas changé grand-chose, puisque lorsque la pluie est arrivée, il s'est mis dehors, il a eu de la chance de pouvoir repartir également. Mais entre ce dimanche très brouillon et le samedi où il a endommagé la suspension, tout ça, c'était un week-end, ma foi, très brouillon de sa part. Et pour ce qui est de Charles, j'ai assez peu à dire honnêtement. Il a fait le boulot du début à la fin, mais une fois qu'il s'est ramassé cette pénalité, il y avait pas grand-chose à faire. Il s'est retrouvé coincé derrière les Mercedes, derrière Hamilton lors du début de la course, et ensuite il a pu récupérer du coup la position face à Sainz lorsque ce dernier est sorti de la piste. Bon, parti 6e, termine 6e. Comme je voulais le dire plus tôt, c'est d'une mollesse terrible. Et à la fois, c'est pas catastrophique, c'est juste que il y a potentiel de faire carrément mieux quand on voit le rythme que les voitures avaient en début de week-end. Dans le stand McLaren, je pense que Lando Norris continue d'avoir des grosses sueurs froides.
parce qu'il a eu un répétita de Jeddah en qualification. Bon, cette fois, c'est en Q2 où il est allé clipser le mur. Là, la chance, cette fois, il est passé en Q3. Hélas, il n'a pas pu améliorer. Mais quand on voit son rythme qu'il avait sur l'ensemble du week-end, il y avait, je pense, moyen d'aller chercher bien mieux qu'une 10e place. Il a eu malheureusement un arrêt de trop pour des pneus slick, comme pas mal de pilotes finalement. Il a réussi un peu à remonter. Comme je le disais au tout début, la McLaren était la voiture la plus rapide sous la pluie pendant aux alentours de la fin de course. Après, c'était en fin de course lorsque les deux pilotes McLaren attaquaient pour aller chercher Tsunoda. Ce qu'ils ont réussi à faire tous les deux. Mais je dis qu'il doit avoir des sueurs froides, c'est parce que derrière, Norris finit à moins de 10 secondes. Oscar Piastri déboule en Formule 1, sa première fois à Monaco en Formule 1, et l'écart en qualification, c'est 18 millièmes. En course, regardez la courbe, à nouveau, c'est d'un rien que ça se joue. Et vraiment, Oscar Piastri continue un début de saison excellent. Je pense, encore une fois, qu'il y a du boulot, qu'on pouvait aller chercher mieux ce week-end chez McLaren. C'est rare que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas maximisé leurs options, mais là, pour le coup, c'est un ressenti que j'ai eu. Ce qui est pourtant un pas si mauvais signe, quand on sait que la dernière fois à Miami, il jouait la 16e place. Mais bon, les petits points sont grappillés, mais je pense que on peut comprendre pourquoi Norris faisait la gueule après la course, parce que même s'il a maximisé ce qu'il avait entre les doigts, ses concurrents directs, que sont les Alpine, Ferrari, tout ça, sont très très loin devant. Est-ce qu'on a retrouvé Valtteri Bottas ? C'est un peu l'impression que j'ai depuis Miami. On a eu un début de saison très très médiocre de sa part. Là, on a eu une belle qualification. Malheureusement, il s'est chopé du trafic en Q2. Va savoir, il aura peut-être pu... peut-être pas passer en Q3, mais aller jouer la 12e place, quelque chose comme ça, être moins loin. Perdu pour perdu, on s'est dit chez Alfa Romeo pendant la course, il a été le premier pilote à passer en pneu intermédiaire, ce qui lui a permis de remonter, puisqu'il termine du coup en 11e place. Il peut rager, pas très loin des points, c'était un beau pari qui a été tenté, il aurait pu marcher. De toute façon, l'Alfa Romeo à la régulière reste une des machines les moins performantes, c'est pour ça que je pense que c'était un week-end solide de sa part. Pour le comparer à celui de son coéquipier qui, à l'instar de l'an dernier, s'en sort pas bien du tout à Monaco. En deçà du rythme en qualification, en course, on peut pas vraiment les comparer puisque Zhou s'est arrêté au tour 1. Il faisait partie de ces quelques pilotes qui ont fait un tour et puis sont arrêtés pour changer de pneus et ont espéré avoir le champ libre toute la course. Mais de toute façon, à la régulière, Monaco, quand tu pars au fond de grille, il n'y a pas grand-chose à espérer à part une safety car, ce que personne n'a eu. Et chez AlphaTauri, une fois n'est pas coutume, ça a été un bon week-end du début à la fin pour Nyck de Vries, qui enfin arrive à aligner un week-end propre dans son équipe. Alors, il y a eu des week-ends propres aussi, je tiens à le souligner en début de saison, c'est juste que De Vries, on lui est pas mal tombé dessus dernièrement parce que je pense que beaucoup s'attendent à ce qu'il vise le titre et qu'il écrase Tsunoda, et aussi qu'il se crache beaucoup moins, soyons honnêtes. Mais là, on a eu à nouveau un week-end où il a construit intelligemment son week-end. Il était pas très loin de Tsunoda en termes de rythme, à moins de 2 dixièmes en général. En rythme de course, c'était à peu près pareil, donc c'était pas mal. Et il a même fait un peu le jeu de l'équipe lors d'une certaine phase de la course, puisqu'il était donc devant Bottas et il a servi un petit peu de bloc pour ralentir Bottas et permettre à Tsunoda de faire jouer sa stratégie. Du côté de Yuki, c'est toujours un excellent boulot, on sent le petit plus vraiment qu'il ajoute. Comme je le disais, l'AlphaTauri a brillé sur ce tracé, par rapport à ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. On ressent du coup que c'est une voiture qui a l'aéro totalement foiré, parce que
parce que on est sur un tracé qui repose beaucoup plus sur la mécanique que sur l'aéro, et là on n'était plus du tout en fond de grille, on était à jouer les petits points. Malheureusement pour Yuki, dès que la pluie est apparue, on a commencé à ressortir les vieux démons, et là je parle vraiment des démons de la voiture qui sont notamment ces freins. Ça remonte à l'an dernier, ça, hein, si vous vous souvenez. Plusieurs fois, Gasly et Tsunoda se plaignaient des freins lorsqu'on a apporté des changements à la mi-saison. Et là, depuis le début de saison, c'est à peu près pareil. Et Yuki, dès qu'il s'est mis à pleuvoir, ça ne marchait plus du tout pour lui. Il était pas en confiance dans les zones de freinage. Et comme on le voyait tout à l'heure, 6 secondes au tour, il perdait face au McLaren. C'est pas rien. Allez, on va rester un peu avec les rookies, avec Logan Sargent. Sargent qui lui aussi continue un peu à construire ses week-ends solidement, intelligemment, sans erreur, c'est vraiment le plus important. Encore une fois, laissez-leur du temps, c'est des gamins, surtout Sargent qui est encore très jeune, faut le rappeler, et je pense qu'il a eu un parcours vraiment précipité à la Formule 1, encore une fois. Je pense que c'est pas ridicule ce qu'il fait pour le moment. Laissez-le se construire, tant qu'il garde la voiture en piste, c'est assez bon. Évidemment, la voiture était pas dans le coup. Il a fait le bouchon pendant un bon moment, mais si on regarde un peu ses temps face à Albon, on voit que globalement ça reste assez constant. Lorsqu'il s'est mis à pleuvoir, par contre, c'est vraiment là où il s'est perdu. Mais sinon, je pense que on est sur un pilote qui a clairement besoin d'encore 2 bonnes saisons, un peu comme un Tsunoda, avant de peut-être se révéler. Reste à voir s'il aura le temps, mais le plus important, c'est de continuer à avoir des week-ends comme ça, où il rencontre pas de problème, où il ne fait pas d'erreur. Ça va être très bien. Du côté d'Albon, il y avait un bon rythme en qualification et en course. Malheureusement, il s'est retrouvé bloqué dans le trafic à la fois le samedi et le dimanche. Il s'est arrêté très tôt, trop tôt, un peu avant la pluie. Donc il a dû faire un arrêt de plus. Il fait partie de ce groupe-là. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire, ça a été Monaco, ça a été une course typique monégasque pour ces quelques pilotes du peloton. Une fois dans le trafic, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce sera un peu moins le cas quand même pour les pilotes As, avec qui on va conclure, parce que eux se sont pas ennuyés du tout, même s'ils jouaient la 17e place. Nico Hülkenberg, ça a été un week-end très très galérien. D'ailleurs, on l'a senti, au départ, il a tout risqué. Moi, j'ai envie d'applaudir la tentative de dépassement sur Logan Sargent. La FIA était pas d'accord. Ils lui ont mis 5 secondes, soit. C'est vrai que c'était un peu osé, mais c'est Monaco, Il y a un moment, si tu fais pas ce genre de truc, tu passes pas. Mais bon, je comprends, c'était quand même un peu excessif. Une fois la pluie arrivée, c'était pareil, il y avait pas grand-chose à faire pour lui, et en plus, il avait sa pénalité à purger, donc ça ne l'a pas aidé. Et enfin, Kevin Magnussen, il y avait un petit peu d'espoir en qualif, mais il a rencontré du trafic pendant son meilleur tour. Et ensuite, il y a quand même eu un beau dépassement sur Logan Sargent en début de course. Et après, As nous a fait du As lorsque la pluie est arrivée, c'est-à-dire que ils ont attendu le plus longtemps possible pour lui changer ses pneus. Et ça a été un tour de calvaire, quoique très rigolo à regarder en caméra embarquée, on va pas se mentir. Le mec, il se bouffe tous les murs du circuit parce qu'il est en slick sous de la pluie, donc c'est marrant, ça nous a refait un peu un répétita de la Russie 2021, sauf que c'est à Monaco. Et je vais conclure sur ces notes-là. On se retrouvera prochainement, très très prochainement, puisque ce week-end on a donc le fameux Grand Prix d'Espagne. Merci Shiranu pour sa participation, et on le retrouvera donc plus tard pour discuter des nouvelles améliorations de la Mercedes, et pour la suite, merci encore une fois de votre écoute, des gros bisous et à bientôt.